Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique. Confinement oblige, c'est à travers les écrans que je vais recevoir quelqu'un que vous appréciez beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Voici quelques mois de cela que le monde est en émoi et en larmes. Sur tous les continents, ils sont nombreux qui ont perdu, qui une mère, qui un père, qui une sœur, un frère, un ami, un cousin. La faute à cette pandémie qui nous ébranle et qui a amené tous les dirigeants du monde entier à agir, tous ou presque sauf un, que le peuple a d'ordinaire du mal à voir et qui n'a plus du tout vu voici 3 mois. Il s'agit du président Paul Biya du Cameroun. Face à ce vide inexpliqué et inexplicable, le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, a pris non seulement son bâton de pèlerin, mais surtout ses responsabilités, chose insupportable pour le gouvernement de son pays qui, comme à son habitude, a pris des mesures. Il faut dire qu'il doit avoir beaucoup de couturiers dans ce pays. Il a vu le nombre de mesures souvent pris. Les masques ne devraient pas manquer à ces rythmes-là. Pour en discuter et surtout comprendre ce qui se passe, un pays dans lequel un ambassadeur est devenu presque président, c'est lui qui s'adresse à la population à la place du président de la République. Donc, pour en parler, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous l'aimiez ou pas. Il s'agit du professeur Franklin Nyamsi. On doit ajouter désormais Wa Cameroun. Il nous dira peut-être pourquoi. Bonsoir, professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun. Bonsoir à vous, Jackie Moifo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de JMTV+. Merci beaucoup, Franklin Nyamsi, au Cameroun. Alors, il faut dire, professeur, je vous ai connu il y a 8 ans, quelque part dans votre région. Vous étiez seulement Franklin Nyamsi à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Comment c'est arrivé? Chez les Bandem de Yabassi, au Cameroun, eh bien, les enfants portent souvent le surnom Wa, le nom de leur père ou le prénom de leur père. Wa qui veut dire fils de. J'ai perdu papa exactement le 6 avril 2018 et depuis lors, en souvenir de lui, selon une tradition très ancrée de chez moi, dans le cadre d'une certaine façon, continue à entendre son nom chaque fois qu'on entend le mien. Franklin Nyamsi, au Cameroun, on a compris que c'est pour rendre hommage à votre papa que vous avez ajouté le Wa Cameroun. Vous auriez pu ajouter Wa papa tel, je ne sais pas comment il s'appelait votre papa, vous voulez le dire ou pas? Nyamsi, il s'appelait Nyamsi comme moi et le prénom c'était Cameroun. Ah, son Donc prénom il y était avait, Cameroun. bien sûr, j'insiste pour dire que son prénom c'était, le prénom de mon papa c'est Cameroun. D'accord. Kamerun, comme je l'écris dans Wa Cameroun. Et D'accord, je tous les comprends. enfants de mon père sont appelés à Bandem, ils sont appelés Wa Cameroun, les enfants de Cameroun. C'est comme ça qu'on nous appelle. On ne nous appelle pas par Par vos nos prénoms, vous. petits noms. Non, 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 pas par Très les bien. prénoms. Moi, on ne m'appelle pas Franklin à Bandem, on m'appelle Wa Cameroun, l'enfant de Cameroun. On prend Je... souvent le prénom du père et on dit, voilà les enfants de celui qui se prénommait un tel. Ah, d'accord. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je ne savais pas. Voilà. Alors, professeur Franklin Nyamsi, vous êtes désormais conseiller stratégique auprès du président du comité de gestion de ce fonds lancé par le MRC, le fonds Survie Cameroun, Survival Initiative. En quoi consiste votre mission auprès de M. Christian Penda Ekoka? Alors, la question qui est posée donc est celle de savoir quel est le rôle que je joue auprès du président du comité de gestion eh bien, de Survie Cameroun Survival Initiative, Christian Penda Ekoka. Oui. Eh bien, avec l'accord du président Maurice Kamto, qui est l'initiateur de cette idée, et du président du comité de gestion qu'il a désigné, Christian Penda Ekoka, eh bien, mon rôle est d'apporter de temps en temps quelques conseils en matière de stratégie. Alors, la stratégie, c'est un concept assez large. Ça va des questions de communication aux questions au système eh bien, socio-économique, culturel et politique camerounais autour de ce projet. Eh bien, je suis de temps en temps consulté par le président du comité de gestion lorsqu'il est question d'avoir la lecture que je fais de telle ou telle évolution de la situation. Par ailleurs,
en tant que je suis une voix parmi les voix de la diaspora camerounaise, je fais partie de ceux qui se sont engagés à appeler massivement les Camerounais à poser cet acte d'autonomie. C'est un acte d'autonomie économique, c'est un acte d'autonomie morale, c'est un acte d'autonomie politique en réalité, auquel le président élu du Cameroun, professeur Maurice Kamto, nous a appelé, celui de montrer que le peuple camerounais n'a pas perdu sa capacité de s'assumer lui-même. Car en réalité, ce qui se passe depuis 60 ans au Cameroun, c'est qu'on a volé aux Camerounais le droit de s'assumer eux-mêmes, donc de prévoir, d'agir, d'anticiper par eux-mêmes. Cette initiative, Survie Survival Cameroun Initiative, est une véritable école de réappropriation du destin du peuple camerounais par lui-même. Et voilà pourquoi, quand il m'a été proposé de rejoindre l'organisation, j'ai accepté d'apporter mes modestes lumières là où on en a besoin. Donc, je suis là dans un rôle consultatif, dans un rôle contributif, un peu comme toute la belle diversité de personnalités que vous avez vu mobiliser dans cette organisation. Voilà mon secteur, le conseil stratégique. Il y a donc ce fonds Survival Initiative, Survie Cameroun, initié par le professeur Maurice Kamto, faisant appel aux citoyens camerounais et surtout à la diaspora de mutualiser leurs forces pour se prendre en charge. Initiative qui a suscité un grand débat au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale a même demandé la fermeture du compte bancaire qui abritait la collecte de ces fonds-là avant de se rebiffer auprès de son homologue des finances pour demander qu'il fasse un contrôle par l'ANIF. Comment avez-vous jugé un tel comportement venant d'un ministre camerounais? Le comportement du ministre Atangandji qui fait des pieds et des mains pour empêcher que le peuple camerounais ne s'approprie l'initiative de sa propre survie, l'initiative de sa propre solidarité, l'initiative de sa propre entraide, indique d'abord quel est l'esprit, quelle est la nature du pouvoir de M. Paul Barthélémy Biya-Bimvone. C'est un pouvoir qui n'émane pas du peuple camerounais. C'est un pouvoir qui, en réalité, est né d'un acte de violence initial, l'acte de violence du colon français du Cameroun, qui a éliminé l'élite indépendantiste du Cameroun et a installé à la tête du Cameroun des Camerounais qui ne voulaient pas l'indépendance du pays et qui voulaient que le pays vive dans une, entre parenthèses, ce que Alpha Blondy a appelé une indépendance sous haute surveillance, puis encore, que ce pays vive sans cesse de l'aide, de la dette, que ce pays vive sans cesse de la mendicité auprès de la puissance coloniale. Atangandji s'oppose à l'esprit de l'initiative Survie Survival Initiative parce que cette initiative de solidarité pour le Cameroun est le réapprentissage par le peuple camerounais, par une pratique quotidienne de ce qu'on appelle l'exercice de la souveraineté. Il n'y a pas d'indépendance sans autonomie. Et autonomie s'entend autonomie économique, autonomie sociale, autonomie culturelle, autonomie spirituelle. Le président Maurice Kamto sème ainsi les véritables graines de l'avenir d'un Cameroun, nation debout, nation verticalisée, nation qui s'assume. Atangandji s'oppose à cette initiative parce qu'elle signifie que le système que j'ai appelé le système sardinaro-reptilien, celui qui consiste pour les élites camerounaises à vivre de la mendicité, en quelque sorte, de l'aval et de la tutelle de la France-Afrique, et pour la société camerounaise à devoir mendier ses hôpitaux, mendier ses routes, mendier ses écoles, mendier ses universités, mendier ses papiers officiels, comme on a vu Longuet, se faire torturer pour un passeport. Ce système-là, Jackie Moifo, M. Atangandji en est l'incarnation vivante. Et il s'oppose à cette initiative parce que ce que les Camerounais sont en train de réussir, c'est à vivre sans le système Biya. Alors, je vais, pour ajouter de l'eau à votre moulin, quelqu'un qui m'en dit pour avoir ses papiers, j'ai été informé, nous sommes le 28 avril 2020, j'ai été informé ce jour par quelqu'un vivant au Cameroun. Cette pauvre personne a mis 6 mois pour se voir remettre une simple pièce d'identité, carte nationale d'identité, et a dû payer 50 000 francs CFA pour qu'on la lui remette enfin. Donc, dans un pays où les Chinois ont des cartes d'identité, les Camerounais ont du mal à en avoir. Donc, c'était pour ajouter de l'eau à votre moulin avant de poser. Il a essayé de prendre directement l'argent dans les comptes de MTN et d'Orange. Il n'a pas pu.
il a écrit à son collègue ministre des Finances pour lui demander d'arracher l'argent que les Camerounais ont librement cotisé. Il n'a pas pu. Il s'est adressé au ministère de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander d'ordonner, et il n'a pas pu. Atangandji, bientôt, sans doute, va s'adresser à la milice pour tenter d'éliminer ceux qui sont en train d'offrir, par les moyens du peuple camerounais, des masques, des gels hydroalcooliques, offrir au peuple camerounais la preuve que lui-même peut s'en sortir. Le peuple camerounais peut s'en sortir. C'est un peuple très ancien et j'aime à rappeler que c'est le peuple le plus africain d'Afrique. C'est un peuple qui est la synthèse de l'Afrique. Si ce peuple réussit à se prendre en charge, l'école des libertés et de l'indépendance africaine, la plus grande école sera camerounaise. Nous avions donc constaté ces derniers temps, comme vous venez de dire, que les opérateurs téléphoniques MTN et Orange Cameroun ont dû fermer ces comptes-là par lesquels les populations contribuaient à cette collecte. L'opérateur MTN, vous me corrigerez si je me trompe, qui est sud-africain, je crois bien, a finalement réouvert ses comptes, mais Orange Cameroun, qui est une entreprise française, n'a toujours pas réouvert les comptes. Mon cher Jacques Moifo, je vous ai donné une explication qui éclaire tout cela. Orange Cameroun est une succursale d'Orange France qui est un groupe issu de France Télécom. C'est une entreprise d'État française. Et depuis les indépendances truquées des pays d'Afrique francophone, la France considère, et l'élite politique française en particulier considère que les marchés d'Afrique francophone lui sont dus. Orange ne veut pas souffrir de concurrence au Cameroun. Et le fait que cette initiative soit l'apprentissage de la liberté du peuple camerounais et que le monopole de nombreuses entreprises françaises au Cameroun soit assis sur l'histoire coloniale de la nation, eh bien, sachez qu'en haut lieu français, dans cette élite qui a pris l'habitude de vivre d'abord de l'exploitation des nègres, ensuite de la colonisation des nègres, enfin de la néocolonie, chaque initiative qui éveille la conscience de soi, l'autonomie, l'indépendance dans les actes, c'est-à-dire quand des Camerounais parviennent à s'en sortir sans demander des crédits, sans demander des aides bilatérales, sans s'adresser au Fonds monétaire international, sans s'adresser à la Banque mondiale, sans demander ceci ou cela à la France, eh bien, les stratèges de la capture des États africains le voient d'un très mauvais œil. Et l'attitude d'Orange indique que Orange, qui est un groupe d'États français, est en intelligence avec le système politique camerounais, qui est un système antidémocratique, qui est un système illégitime et illégal, et que tous ensemble, comme on a vu l'ambassadeur Guillou se comporter ces dernières semaines, ils surveillent les Camerounais comme du lait. Oui, mais ils surveillent les Camerounais comme du lait sur le feu. Chaque fois que des Camerounais prennent des initiatives qui échappent au contrôle, un, du monopole économique français, deux, du monopole psychologique, culturel, spirituel, idéologique de la France-Afrique, ils sont pris en chasse. Le comportement d'Orange au Cameroun indique une collusion d'intérêts entre la finance, l'industrie, le système politique et l'antique système tutélaire issu de la colonisation française. C'est ce système-là qu'on a appelé la France-Afrique. François-Xavier Verschave a fait un travail formidable pour construire un modèle. Les entreprises d'État françaises en Afrique ne sont pas politiquement neutres. Elles choisissent presque systématiquement les dictateurs parce que les dictateurs leur assurent des monopoles et parce que ces monopoles leur permettent de pomper, mais à l'insu des peuples africains et français, l'essentiel de ces richesses qui se retrouvent dans des comptes parallèles, dans les paradis fiscaux et qui permettent de financer des oligarchies contre les démocraties en Europe et bien sûr des oligarchies aussi moches que celle qui tient aujourd'hui le Cameroun en otage et qui a massacré en Garbou, comme elle a massacré dans le Nord, comme elle a massacré en février 2008, en 84, etc. La barbarie du régime Biya est en rapport avec la notion même de violence systémique, qui est le principe d'organisation de la France-Afrique. Vous avez cité François-Xavier Verschave. J'en profite pour recommander son livre « L'envers de la dette aux Africains ». Oui, l'envers de la dette. C'est ce qui se passait au Congo et qu'on sort. Hein, l'envers de la dette, qui fut interdit ici en France en 2001, je crois. Hein. Voilà. Mais oui, c'est un livre qui a été interdit et François-Xavier Verschave a été persécuté. Dans un pays de démocratie, figurez-vous. On interdit des livres dans un pays de démocratie.
Mais la démocratie n'est pas un état naturel. Hein. Si en France, on baisse les mains, les droits qui ont été acquis ici pendant 300 ans vont nous être volés les uns après les autres. D'ailleurs, on l'a bien vu. La violence qui s'est abattue sur les gilets jaunes à un moment donné en France était une violence antidémocratique. Monsieur Macron s'est comporté envers les gilets jaunes comme un dictateur africain, au point que les gens lui ont reproché à un moment donné de commencer à se comporter en France comme si la France était une dictature. Vous vous souvenez de sa réponse? Il a dit, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une dictature, mais je vous invite à traverser la Méditerranée et à bien vous enfoncer dans le continent qui est en bas. Vous allez voir ce que sont les dictatures. Donc Emmanuel Macron, comme il a dit à Calibri, il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout, mais il vive de ça. Emmanuel Macron ne fait surtout rien. Il est au courant de tout, mais il ne fait rien. Nicolas Sarkozy a financé sa campagne de 2012 avec l'argent de Kadhafi. On peut imaginer qu'Emmanuel Macron a besoin d'avoir des amis parmi les voyous qui tyrannisent l'Afrique noire pour effectivement nourrir sa carrière politique et celle de ses amis. C'est le même système. Le professeur Maurice Kamto avait donné des ultimatums pour que le président Biya prenne personnellement en main la lutte contre cette pandémie. Sinon, il prendra ses responsabilités. Le président Biya ne s'étant ni adressé, ni présenté à la nation, M. Kamto a demandé par courrier au président de l'Assemblée nationale, M. Kavaïgué Djibril, de faire constater la vacance du pouvoir. Et subitement, une vidéo a surgi montrant M. Biya accueillant Christophe Guillo, ambassadeur de France au Cameroun, une rencontre qui a été relayée par la chaîne de télévision nationale, Tam Tam de qui vous savez, Dixit, mon grand confrère Charles Ndongo, question à deux volets. Et qu'est-ce pour faire annuler la demande du professeur Maurice Kamto? Cette audience a suscité beaucoup de débats, beaucoup, tant en France qu'au Cameroun. Vous la taxez même de deep fake. Qu'en est-il exactement? Alors, mon cher Jackie Moifo, vous qui êtes donc spécialiste de l'événement, avez bien là rappelé l'ordre chronologique des choses. À l'origine, il y a un chef d'État disparu, le président de facto de la République du Cameroun, d'ailleurs jamais régulièrement élu. Vous savez, M. Biya, depuis 1982, est là par la volonté de son prédécesseur Amadou Ahidjo, d'une part, et d'autre part, bien sûr, et d'une part très importante, de la France. Il gouverne, ou plutôt administre le pays, mais le problème, c'est que depuis début mars, globalement, après son fameux coup de fil avec le président français Emmanuel Macron et sa dernière audience que tout le monde a pu constater avec l'ambassadeur de France à Yaoundé, qui se situerait autour du 5 mars, M. Biya est porté disparu. Permettez-moi de vous couper, c'est curieux. Les audiences sont régulièrement avec l'ambassadeur de France. Il n'y a que lui au Cameroun comme ambassadeur. Votre question me renvoie à l'exposé que j'ai donné au départ, Jackie. J'ai expliqué que le Cameroun est conçu par la France comme l'un des pays de son précaré. Il s'ensuit que l'ambassadeur de France, dans la tradition de la France-Afrique, l'ambassadeur de France est le véritable président de la République. Car en fait, souvenez-vous qu'en 1959, la première constitution qui avait été proposée par la France à ses anciennes colonies ou territoires sur tutelle était la constitution de la communauté française. Il faudra voir cette constitution qui date de septembre 59, si je ne m'abuse. Selon cette constitution, le président de la République française devait demeurer le président de la communauté francophone. Toute la communauté francophone mondiale devait avoir pour président le président de la République française et les présidents des territoires français colonisés, relativement décolonisés, devaient être des premiers ministres, rendant tous compte au président de la République française. C'est la constitution de la communauté française de 1959. D'accord? Eh bien, on a accepté que les États se dotent de constitutions chapeautées par le chef de l'État français à travers les accords de défense, les accords monétaires, les accords de coopération culturelle et tout ce que vous savez. Donc, on a maintenu une puissance, une potestas du représentant français dans tous les pays d'Afrique francophone. Et l'ambassadeur de France, allez voir l'histoire des ambassadeurs de France en Côte d'Ivoire, allez voir l'histoire des ambassadeurs de France au Gabon, au Congo ou au Sénégal ou au Togo, et vous allez voir que c'est une histoire similaire. Ce sont de véritables chefs d'État qui ne rendent pas compte au président local, mais qui rendent compte, bien sûr, au président de la République française, lequel les charge d'injonctions récurrentes à adresser
aux chefs d'État d'Afrique francophone. Lesquels chefs d'État d'Afrique francophone obéissent Jackie Moifo parce qu'ils ne doivent pas leur pouvoir à leur peuple, mais à la violence structurelle et à la tutelle de la colonie française. Pour revenir à l'événement qui nous intéresse et qui fait scandale et qui aujourd'hui fait que nous sommes au cœur d'une pétition que j'ai eu l'honneur d'initier, une pétition de près de 31 500 et même plus de Camerounais, d'amis du Cameroun et d'amis de la liberté, demandant le départ de M. Christophe Guillou, ipso facto, illico presto, de Yaoundé au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Biya est porté disparu depuis début mars. Jackie Moifo. Tout le monde sait que Monsieur Biya, personne ne l'a vu. Depuis début mars, on ne sait pas si Monsieur Biya est mort. On ne sait pas si Monsieur Biya est entre la vie et la mort. Et on ne sait pas non plus si Monsieur Biya a plutôt perdu éventuellement toutes ses facultés mentales et n'est plus présentable publiquement. Imaginez qu'on présente des décrets et des nominations là. Quand vous regardez les signatures, Jackie Moifo, vous voyez que les signatures ne sont jamais les mêmes. D'abord au niveau calligraphique, il y a plusieurs personnages qui signent sous Monsieur Biya. Demain, à 21 h, je donnerai une conférence sur les esprits qui habitent le nom Légion de Paul Biya. Paul Biya, en fait, c'est une espèce de multinationale qui est habitée par des petits groupuscules de clans, possédant chacun un cachet et une signature. Il y a de nombreux clans qui signent sous Paul Biya. Les nominations que vous voyez, etc. Je continue. Il faut qu'on rende compte de ce qui s'est passé. Le monsieur n'apparaît pas depuis début mars, personne ne le voit. Le président Maurice Kamto, voyant le pays attaqué par le Covid, lance l'initiative que vous savez. Il s'adresse conformément à la loi au président de l'Assemblée nationale. Il lui dit, saisissez le président du Conseil constitutionnel, saisissez le Conseil constitutionnel pour qu'on voit ce qui se passe au niveau de la présidence de la République. Parce que le pays se meurt, le pays est en danger et on ne voit pas celui qui est supposé être, ne serait-ce que de facto, le commandant en chef de la résistance contre cette situation terrible. Que fait à ce moment-là le représentant français local? Le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, se tait, n'a même pas donné une interview pour dire pourquoi il ne répond pas. Et on sait très bien que qui ne dit mot consent, c'est un vieux principe qui est très valable en communication politique. Le président Maurice Kamto, qui a la légitimité de président élu et à tout le moins la légitimité de chef de l'opposition, principale figure de l'opposition camerounaise, s'adresse au président de l'Assemblée nationale. Il attend la réponse du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale ne répond pas parce qu'il a peur de mentir. Kava Yegué Djibril n'a pas répondu à Maurice Kamto parce que Kava Yegué Djibril s'est dit cette réponse pourrait en fait marquer à tout jamais ma carrière politique et ma vie et celle de ma famille. Il en a encore car si je mens, plus de 80 ans. Mais bien sûr, mais il pense avoir une carrière politique. Mais Kava Yegué Djibril, il est comme la plupart des hommes politiques camerounais, c'est un fabricant d'héritiers. Il sait que s'il fait n'importe quoi, eh bien ses héritiers politiques sont perdus dans le pays. C'est un fabricant d'héritiers. Ce sont des gens qui ne quittent jamais le pouvoir. Même morts, ils veillent à rester au pouvoir parce que c'est des familles de pouvoir. Donc Kava Yegué considère que eh bien, son poste de président de l'Assemblée nationale est quelque chose qui doit permettre à quelqu'un des siens de figurer dans tous les cas dans la future oligarchie du Cameroun. Et donc, si il se trompe là, c'est un tournant décisif pour lui, il peut se retrouver en train he will jeopardize everything. Et il va vraiment gaspiller tout ce qu'il avait accumulé en une seule phrase. Alors, Kava Yegué ne parle pas. Attention, Jackie Moifo, le président de l'Assemblée nationale se tait. Même la Cour constitutionnelle, qui n'a pas encore été contactée, se tait. Il y a un silence radar au Cameroun. Et qui surgit? L'ambassadeur de France. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il entre au palais de l'unité. Lui seul entre au palais de l'unité. Lui seul en ressort. Et c'est lui qui se met à parler au peuple camerounais. Et c'est plus tard lui qui va communiquer pour dire que le président Biya a refait apparition, coupant court aux rumeurs. Et ça, c'est un titre de RFI. C'est-à-dire que la presse officielle française, RFI a publié cela. Et cet ambassadeur a reproduit sur sa page. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé là-bas casser la procédure constitutionnelle déclenchée par le président Maurice Kamto en crédibilisant l'idée qu'il n'y avait pas vacance de pouvoir, il n'y avait pas défaillance du pouvoir, il n'y avait pas vacuité du pouvoir. Donc, l'ambassadeur de France va donc là-bas et prétend avoir rencontré M. Biya, ressort, valide que M. Biya est à son poste, que M. Biya est... Le scandale, c'est quoi? C'est que M. Guillou n'est pas citoyen camerounais. S'il l'était, il pouvait s'exprimer à ce titre. M. Guillou n'est pas
membre de l'Assemblée nationale du Cameroun. M. Guillou n'est pas membre du Conseil constitutionnel, mais c'est lui qui veut influencer, faire décaler le constat de la vacance du pouvoir. Ça veut dire que M. Guillou est associé à des tractations pour organiser une succession de gré à gré à la barbe du peuple camerounais à la tête du Cameroun. Mais il y a pire que cela. Jacques Moifo, ce qu'il y a de pire, c'est que nous savons que M. Guillou n'a pas rencontré le 16 avril M. Biya. Et nous avons des arguments là-dessus. Comment le savez-vous, professeur Franklin Yamsi? 4 arguments. Il y a 4 arguments qui prouvent que M. Guillou n'a pas rencontré M. Biya le 16 avril. Premier argument, c'est ce qu'on appelle l'argument chronologique. Et je le dis à nos téléspectateurs, amis du Cameroun, prenez des notes pour que plus personne ne vous trompe là-dessus. Chronologiquement, à 14h51, heure de France, le compte Twitter de M. Biya signale qu'il a reçu d'ores et déjà en audience l'ambassadeur de France à Yaoundé, Christophe Guillou. 14h51. 14h51 minutes. Heure de France. Exactement. Heure de France. Heure du Cameroun. Donc, il était, à ce moment-là, 13h51, heure du Cameroun. Ce qui veut dire que, selon le tweet de M. Biya, en tout cas de son service de communication sur Twitter, eh bien, il a reçu M. Guillou à l'heure du déjeuner, entre midi et 2, n'est-ce pas? Oui. Mais, lorsque la Cameroun Radio Television retraduit et retransmet l'événement en début de soirée, elle dit qu'il y a eu une audience de l'ambassadeur de France à Yaoundé au Palais de l'Unité à partir de 17h. Wow. Un tweet de la présidence de la République qui montre que M. Guillou aurait été reçu avant 14h, heure de Yaoundé, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons une information de la chaîne d'information officielle qui dit que M. Guillou a été reçu après 17h. Bien. Vous voyez que chronologiquement, qu'a dit M. Guillou là-dedans? M. Guillou a reproduit d'abord le tweet de la présidence de la République. Oui. Et par la suite, il a reproduit, d'ailleurs sur sa propre page, sur ses pages, celle de l'ambassade, eh bien, la communication de l'Assemblée nationale. Donc, il a reproduit les deux versions contradictoires sur le plan chronologique. D'accord. Autrement dit, ce monsieur, soit il a été reçu entre midi et 2, soit il a été reçu entre 17h et 18h, et comme il ne peut pas avoir été reçu à ces deux moments au même moment, il n'a pas été reçu du tout. Ça, c'est la chronologie. Vous notez ça. Deuxième argument, un argument protocolaire qui renvoie à ce qu'on appelle les arts de la diplomatie. Monsieur Guillou s'est déplacé le 16 avril, en effet, vers le Palais de l'Unité. Mais vous rendez-vous compte de ce que M. Guillou a amené avec lui? Il est venu bras ballants à la rencontre d'un chef d'État pour parler de dossiers importants. Il est venu sans le moindre de ses collaborateurs. D'ailleurs, ne prenant que son chauffeur, qui n'est pas du tout de la délégation diplomatique. Il est venu seul. Donc, quand il est entré dans le Palais de l'Unité, il était le seul témoin de ces actes parmi les fonctionnaires français de la mission diplomatique de Yaoundé. Qu'est-ce que ça indique? Que M. Guillou voulait cacher quelque chose à ses collègues de l'ambassade de France. D'accord? D'un point de vue diplomatique, un ambassadeur sérieux qui va à une réunion, à une rencontre de travail avec un chef d'État, n'y va pas bras ballants comme pour une promenade d'après-midi dans un jardin, et il n'y va pas seul. Mais il y a pire que cela. Et là, on passe au troisième argument. Et là, ça va être ce qu'on appelle précisément, écoutez, un argument technique, d'un point de vue technique. Lorsqu'on regarde la séquence vidéo de 4 minutes environ qui a été servie par la CRTV, on voit la première partie où M. Guillou arrive, il sort d'un 4x4 et entre au Palais de l'Unité. Il n'y a pas de problème. Tout le monde s'accorde à dire que cette partie de la vidéo est incontestable. Il y a une unité de lieu et de temps dans cette partie de la vidéo. Deuxième scène, on voit M. Guillou qui entre dans un ascenseur. Il y a une continuité entre la scène d'entrée dans le Palais de l'Unité et l'entrée dans l'ascenseur. Après, on entre dans une troisième scène où on voit M. Guillou arriver dans un couloir conduit par M. Mvondo Ayolo du protocole de la présidence, directeur du cabinet civil, qui conduit et qui est donc, quant à lui, bien sûr, par temps de Covid, on voit bien qu'il porte un masque anti-Covid, M. Mvondo Ayolo. Il conduit M. Guillou vers une personne qui est supposée être M. Biya. Et bien là, on entre au cinéma. Cette avant-dernière scène, parce qu'il y a 4 scènes, cette avant-dernière scène où M. Guillou entre en contact avec M. Biya est complètement surréelle.
La dernière partie, c'est-à-dire celle de la rencontre supposée entre M. Guillou et M. Biya, elle est surréelle. Elle est complètement surréelle. Elle est complètement surréelle. Pourquoi? Elle est complètement surréelle parce que, d'abord, l'arrivée de M. Biya, c'est celle d'un personnage qui semble planer dans l'espace. Il n'a pas pied sur terre. Vous le voyez marcher littéralement comme une espèce de dessin animé. Ce n'est pas tout. Il arrive en présence de M. Guillou dans la scène et ils sont supposés se parler. Tout ce qu'on entend, c'est « Bonjour, Monsieur le Président ». Et on entend aussi un « Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur ». Mais on n'entend pas une seule phrase qui puisse permettre d'établir qu'ils ont eu une conversation en rapport avec l'actualité. Donc, en réalité, la rencontre Biya-Guillou est une rencontre qui, au moment où elle est supposée être actée par cette image, ne nous donne aucun indice sur l'unité de temps. Mais il y a pire que cela. Il y a pire que cela. Lorsque M. Guillou sort, il retrouve l'unité d'espace et de temps lorsqu'il fait sa petite interview et il y a un micro qui lui est pointé, un seul micro. Ils se sont arrangés à chasser toute la presse. Ils n'ont gardé qu'un seul interlocuteur, un micro sur lequel il est marqué CRTV. Donc, on sait que c'est la CRTV qui fait l'interview de sortie de M. Guillou. La CRTV, la télévision nationale camerounaise. La télévision nationale. Et plus tard, le dimanche 19 avril, lorsque le rédacteur en chef de la CRTV a M. Guillou dans une émission en direct, Ibrahim Chérif, il lui pose la question, comment va le président Biya? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la CRTV n'a pas vu le président Biya le 16 avril. Les Camerounais n'ont pas de... C'est pas possible. Ils ne l'ont pas vu parce que Ibrahim Chérif, rédacteur en chef de la chaîne officielle de télévision, ne peut pas demander à l'ambassadeur de France comment va le président de la République et que ses collaborateurs étaient au palais l'ont vu. Jackie Moifo. Nous avons donc là ce qu'on appelle un argument technique qui va être confirmé par les analyses de nos techniciens des images. On a beaucoup de Camerounais qui sont des ingénieurs du son à travers le monde. Ils ont donc pris ces images et ils ont démontré que la scène de la rencontre est un montage qui a été fait probablement avec un logiciel qu'on appelle le logiciel Deepfake. Et donc, c'est une audience fake. Alors, si c'est une audience fake, on a là constitué un forfait grave. Monsieur Guillou est un filou qui organise un montage, un véritable montage qui m'a amené à nommer cela Biyaoud pour tromper les Camerounais sur l'état réel de leur président et ainsi cacher les préparatifs de succession de gré à gré auxquels la France participe avec les clans du régime Biya à la barbe du peuple camerounais. Voilà ce qui a provoqué notre colère. Et dès le jeudi 16 avril, j'appelais les Camerounais, les Camerounaises, les amis du Cameroun, les démocrates français, européens de tous les pays à se joindre à une pétition pour demander le départ immédiat de cet ambassadeur fraudeur, aventurier, scandaleux, menteur, manipulateur du Cameroun, pour dire à la France que le peuple camerounais ne veut plus jamais que la France choisisse son président à sa place. Voilà l'affaire. Alors, vous êtes à combien de personnes qui ont signé? Mais ce n'est pas compliqué, Jackie Moifo. Je peux vous dire exactement combien de personnes nous avons dans la pétition à cet instant précis. Il me suffit de me connecter, comme ça va très vite. Donc, je fais pétition et j'ai tout de suite, et je vous donne le nombre, nous avons 31 278 personnes qui sont pétitionnaires pour le départ immédiat du Cameroun de l'ambassadeur fraudeur de France, l'ambassadeur Filou. Et ce sont des descriptions, ce ne sont pas des insultes. Monsieur Guy. L'ambassadeur de France qui peut rencontrer Monsieur Biya, lequel Monsieur Biya ne peut pas parler à ses compatriotes camerounais. Mais c'est très grave. La réponse du Quai d'Orsay est désormais connue sur cette affaire. Est-ce que, je vais vous lire cette réponse du Quai d'Orsay. Hein? Voilà. Oui, oui. Notre ambassadeur a sollicité un entretien. Notre ambassadeur a sollicité un entretien avec le président Biya sur instruction afin d'assurer le survie de l'entretien qui a eu lieu entre les deux présidents le 1er mars dernier. Il a aussi porté sur les initiatives prises par la France en soutien des efforts africains dans la lutte contre le Covid-19. Deuxième partie, vous terminez. Il s'agit là d'un exercice courant et habituel de la vie diplomatique. À l'issue de son audience avec le président Biya, et comme il est de coutume pour lui, comme pour l'ensemble des autres visiteurs, notre ambassadeur s'est brièvement adressé aux médias. Alors, est-ce
est-ce que ce n'est pas une façon de vous dire à vous, professeur Franklin Yamsi, circuler, il n'y a rien à voir. Christophe Guillouard n'a été qu'un exécutant. Foutez-lui la paix. C'est un dossier qui est géré par Paris, par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Et si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, faites-le avec nous et vous verrez. Est-ce que ce n'est pas une façon de vous répondre dans ces thèmes-là que le Quai d'Orsay a sorti ceci? Mais bien sûr, écoutez, la réponse du Quai d'Orsay est un monument, d'abord, de condescendance, de mépris. Je me demande sur quoi les fonctionnaires du Quai d'Orsay peuvent se fonder pour avoir du mépris pour plus de 31 000 pétitionnaires camerounais aux quatre coins du monde, qui ont d'ailleurs des compétences parfois infiniment supérieures à celles de beaucoup de fonctionnaires du Quai d'Orsay. Ça m'étonne toujours de voir cette petite élite politique française qui a oublié que le monde a changé, que nous ne sommes plus au temps de l'esclavage, que le temps des colonies est clos, que le monde est Camerounais infiniment plus brillants que M. Macron dans des tas d'autres domaines, mais qui ne sont pas présidents de la République. On n'a pas besoin d'être président de la République, fonctionnaire du ministère des Étrangères, ministre des Affaires étrangères, pour réussir sa vie. Et il y a de nombreux Camerounais qui sont infiniment plus brillants que tous ceux qui nous pondent ces communiqués dans lesquels il y a une espèce de dégagé, circuler, il n'y a rien à voir. Mais allons au fond. Au fond, ce communiqué est riche de renseignements. Par-delà ce mépris que nous ne méritons pas, parce que nous sommes aussi compétents que tous ces fonctionnaires, et même parfois plus compétents qu'eux, quand on voit l'état dans lequel ils ont plongé la France. Et surtout, vous êtes aussi un bulletin de vote en France. Mais nous ne sommes pas qu'un bulletin de vote, nous sommes même une force qui va changer la France, parce que nous sommes là pour changer la France. Nous qui appartenons aux deux rives, nous qui sommes franco-africains, nous sommes là pour faire naître une véritable politique fraternelle, égalitaire, une véritable politique d'entente, de communion, de respect mutuel des peuples, parce que nous sommes faits de ces deux alluvions. Nous sommes des Africains. Ne pas voir. Le Quai d'Orsay est constitué de gens qui ont été élevés dans le moule du colonialisme, qui ont été élevés dans le moule de l'esclavagisme, dans le moule du slum blanc français, bureaucrate. Et nous allons leur enlever cela. Au XXIe siècle, nous allons tous les guérir de leur petit complexe de supériorité, parce que nous avons fait les mêmes écoles. Et nous avons rivalisé sur le plan intellectuel à tout point de vue. Nous sommes des êtres humains égaux. Et nous avons des qualités qu'ils n'ont pas, ils ont des qualités que nous n'avons pas. Nous sommes tous simplement des êtres humains. Et nous allons leur apprendre cela. L'élite politique française a besoin d'une rééducation anthropologique. C'est important. Et celui qui parle est un professeur qui a formé déjà depuis pratiquement 20 ans et de nombreuses générations d'élèves et d'étudiants français. Et je me suis efforcé de les éveiller à cette fraternité humaine universelle, qui est la condition du changement de la politique africaine de la France, et qui est aussi la condition même de la respectabilité des États africains dans le monde. Mais allons au fond du communiqué. Le communiqué confirme que Guillou a été envoyé faire le filou à la demande de ses patrons. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui l'a envoyé. Ils l'ont envoyé monter cette scène pour gagner du temps. Parce que M. Biya est en situation de vacance de pouvoir, ne savait pas eu un clan du régime Biya et la France n'avait pas fini de mettre en place son schéma pour garder la main mise sur la néocolonie camerounaise. Donc, cet état subi d'indisponibilité, d'incapacité, peut-être de mort, de coma ou de démence sénile avancée de M. Biya les a surpris. Alors, on a envoyé M. Guillou jouer les sapeurs-pompiers. On lui a dit, vas-y à fond, fais-nous gagner du temps, provoque une espèce de dilatoire. Et comme on est dans la période du Covid, on va annuler la fête du 1er mai pour raison de Covid, on va annuler celle du 20 mai pour raison de Covid. Les Camerounais ne verront toujours pas, bien sûr, M. Biya. Ils ne sauront pas si officiellement il est mort, s'il est officiellement dans le coma ou s'il est devenu fou. Pour la fête nationale, il devrait quand même faire au moins un discours, parler à la nation. C'est la fête nationale quand même. Mais c'est pour cela, Jackie Moifo. Moi, je donnerai mon analyse à froid sur cette affaire demain, mais je vous dis déjà quelques idées puisque vous me titillez. Monsieur Biya, s'il ne s'exprime pas le 1er mai, et s'il ne s'exprime pas le 20 mai, mais publiquement devant les Camerounais, dans un discours que les techniciens du son et de l'image vont sculpter, mais au micron près. Si monsieur Biya ne s'exprime pas, nous n'aurons plus besoin d'attendre la réponse de l'Assemblée nationale ou du Conseil constitutionnel pour engager la bataille pour la fondation de la nouvelle République fédérale du Cameroun. C'est comme ça que moi je l'appelle. La nouvelle loi électorale, le nouvel organisme électoral, on va se jeter corps et âme dans cette bataille, car il est hors de question
de donner du temps à l'organisation France-africaine pour voler à nouveau la souveraineté des Camerounais. Monsieur Biya, il a 2 dates, après quoi il n'est plus président de la République du Cameroun. Il a le 1er mai et il a le 20 mai. Si il n'assume pas, d'ailleurs, monsieur Biya aurait pu porter un masque, il aurait pu prendre 1 ou 2 petits détachements de la garde présidentielle sur le perron du Palais de l'Unité, faire un défilé symbolique. On a bien vu que la garde présidentielle est capable de porter un masque, de porter des lunettes et peut parfaitement se protéger pendant ce défilé symbolique de tout ce qu'on peut appeler donc les dangers de cette pandémie. Monsieur Biya est en incapacité, ça c'est très clair, il est en incapacité d'exercer les fonctions de chef d'État et il a deux tests décisifs. C'est le 1er mai, s'il ne prend pas la parole, mais visuellement, corporellement, pas avec des montages audio de sa voix ou des déclarations fabriquées par de nouveaux logiciels, si monsieur Biya ne se manifeste pas ostentatoirement devant les Camerounais, eh bien la conclusion qui sera immédiatement faite grâce à notre mobilisation, grâce à notre sensibilisation, c'est que la vacance du pouvoir présidentiel est acquise et que les Camerounais doivent immédiatement prendre la rue au Cameroun pour demander la tenue d'assises nationales, repenser la Constitution, résoudre les problèmes du Cameroun et annoncer de nouvelles élections. Il n'y a pas 36 000 solutions. Après le 20 mai, le Cameroun est libéré de Biya. Votre pétition a depuis été piratée et dupliquée. Je l'ai reçue, on me l'a adressée, me demandant de vous l'envoyer. Je l'ai fait. Alors, avant votre pétition, c'est ce fonds lancé par le président du MRC, Survie Cameroun Survival Initiative, qui avait été piraté. Pour vous, quelle est la main qui se cache derrière ces sabotages? D'un. Secondo, quelles mesures avez-vous prises pour éviter que cela ne se répète, professeur Franklin Yamsi? Mon cher Jackie Moinfo, nous avons affaire à un pouvoir de pirate. Un pouvoir qui fabrique des images piratées. Un pouvoir qui fabrique des élections piratées. Un pouvoir qui fabrique des élites piratées et pirates. Un pouvoir qui est né d'un acte de piraterie de la puissance coloniale française. À la question que je vous ai évoquée au départ, l'essence néocoloniale brutale de l'État du Cameroun. Nous sommes confrontés à un pouvoir qui triche tout le temps, à un pouvoir qui n'a aucune limite. Même quand nous lançons une pétition pour dénoncer la barbarie de ce pouvoir croit nécessaire d'imiter notre pétition et de détourner son sens dans le but d'attarder et de retarder l'éveil des Camerounais. Nous ne craignons pas les pirates, parce que les pirates, paradoxalement, nous rendent service. Ils informent au moins les Camerounais qu'il y a une pétition de gens qui ne sont pas d'accord. Ils peuvent la tordre dans tous les sens. Nous sommes investis dans les moyens de communication pour faire comprendre notre message. Et je crois que malgré toutes les manipulations, malgré même que certains aient voulu favoriser une certaine formulation de nos pétitions qui ne soit pas suffisamment solide, eh bien, l'Élysée a reçu 5 sur 5 l'argumentation de notre pétition. Le président Macron sait que nous savons que son ambassadeur a fait une audience montée, une audience truquée le 16 avril. Il le sait. Lors de vue du Quai d'Orsay, le président Macron ne peut ne pas être informé. Non, ce qu'il ne savait pas, c'est que nous saurions que son ambassadeur avait fait ça. Monsieur Macron savait sans doute que son ambassadeur en mission kamikaze, comme une véritable barbouze de la France-Afrique, devait aller casser le processus du constat de la vacance constitutionnelle. Ça, Jackie Moinfo, son ambassadeur, le savait, le ministre le savait, monsieur Macron le savait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les fins limiers de la résistance citoyenne camerounaise allaient les prendre la main dans le sac. Et depuis lors, ils courent dans un sac. Monsieur Sadi est venu au secours de l'ambassadeur, le second conseiller de l'ambassade est venu au secours de l'ambassadeur. Maintenant, le ministre Jean-Yves Le Drian vient au secours de l'ambassadeur. Monsieur Macron viendra au secours de l'ambassadeur. Ce que nous demandons à monsieur Macron, c'est de retirer cet ambassadeur par respect pour le peuple camerounais. Sinon, tout ceci va se transformer en immense manifestation en France, au Cameroun et à travers toute l'Afrique contre la politique macronienne en Afrique. Très bien. Écoutez, pour parler de piraterie, j'en profite pour vous informer que le compte Facebook de GMTV+ est régulièrement attaqué. Je ne sais par qui. Aujourd'hui, je ne peux plus rien partager dessus, mais les émissions de GMTV+ continuent d'être regardées malheureusement pour eux. Voilà. Mais voilà, Jackie Moinfo. Alors, vous, à qui parlez-vous? À quelqu'un qui est constamment l'objet d'attaques de moteurs espions. Rendez-vous compte que lors d'une purge de mes ordinateurs, on a découvert 70 robots espions qui avaient été installés dans mes ordinateurs à l'intérieur de mes comptes Facebook, Twitter, YouTube pour m'empêcher de m'exprimer. 70 robots espions. 70.
Rien que dans un petit travail d'enquête, ils ont réussi à trouver qu'il y avait 70 robots espions pour moi tout seul. C'est-à-dire que ces gens-là envoient littéralement des logiciels d'espionnage comme on pourrait envoyer des démons pour tout ce qui représente la liberté. Qu'on s'attaque à JMTV+, parce que JMTV+, est une chaîne ouverte au débat qui accueille la diversité des avis des Camerounais. C'est une chaîne qui est une PME que nous devons encourager. Au lieu que nous, qui influenceurs d'opinion africains, soyons toujours à la recherche de l'interview de France 24, l'interview de TV5, l'interview de... Vous payerez un peu d'argent, vous leur faites de la pub, là. Non, mais je dis que il n'y a pas que nous devons valoriser. C'est d'abord des chaînes qui sont des PME et des PMI africaines. Je ne leur fais pas de la pub. Je dis qu'il ne faut pas caler là-bas. Je le dis à ceux qui pensent qu'on n'existe que quand on est passé dans ce qu'on appelle les grandes chaînes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une grande chaîne? C'est une petite chaîne à l'origine qui est devenue grande. Donc, voilà pourquoi moi, je n'ai pas... Qui est impartiale, qui donne la parole à tout le monde. La grande chaîne, c'est celle qui fait tout simplement le travail et qui n'est pas l'esclave d'une idéologie, l'esclave d'un camp, d'un clan. Et j'imagine que quand des membres du parti au pouvoir au Cameroun passent sur GMTV+, ils sont aussi à l'aise que moi. Pour ceux qui ont bien voulu venir. Se soumettre au dangereux Jackie Moifo. Voilà les deux qui ont bien voulu venir. J'attends toujours M. Grégoire Ouona, à qui j'ai lancé une invitation en mars 2019. Je l'attends toujours comme les chrétiens attendent Jésus. J'ai même lancé une invitation à M. Amadou Ali qui ne répond pas. Bon, on va passer à la dernière question. Alors, professeur Franklin Yamsi, il n'y a pas longtemps, des images de nos télévisions locales ont fait le tour du monde, oui, d'une partie du monde, accusant la diaspora camerounaise de contaminer les populations locales au coronavirus. Encore mémoire, ce grand titre du journal Le Jour, le Cameroun contaminé par sa diaspora au Covid-19, le journal Le Jour. C'est pourtant cette même diaspora-là qui se démêle, qui se prive de beaucoup de choses pour venir en aide aux populations du Cameroun. Paradoxe, non? Non, ce n'est pas un paradoxe pour moi. Il s'agit d'un des aspects de la propagande du régime sardinaro-reptilien de Yaoundé. Ce régime a un problème, c'est que dans la diaspora, il est à presque 100% vomi. Il a peut-être 10 ou 15% de Camerounais qui continuent à s'accrocher aux miettes qu'il distribue pour se justifier. Mais dans la diaspora, le RDPC a disparu. Jackie Moifo, constatez avec moi que les Camerounais qui appartenaient au RDPC ne veulent même plus qu'on s'en souvienne. Samuel Vondon ne répond jamais. Il a demandé mon amitié sur Facebook, mais il ne répond jamais à mes invitations. Non, lui, le responsable RDPC France. Il ne fait plus de la politique. On me dit que cet individu avait reçu de l'argent lors du dernier séjour de M. Biya à l'hôtel Maurice. J'ai le document, oui. J'ai lu que cet individu avait reçu beaucoup d'argent qu'il devait distribuer à tous ces individus, à tous ces mendiants-là qui pensent que la politique, c'est l'art de se faire acheter. Et M. Vondor aurait eu la ruse de rester tranquillement chez lui, dans ses pantoufles, avec tout l'argent. Ce qui fait que M. Biya s'est retrouvé seul face aux manifestants à l'hôtel Meurice. Les gens du RDPC ne sont pas sortis. J'ai aussi lu quelqu'un qui s'appelle Valère Parfum-Beck. Un militant. Père son âme. Il a disparu? Il est décédé. Parfum Valère-Beck est décédé le mois dernier. On l'a retrouvé mort chez lui. Les odeurs ont alerté le voisinage qui a appelé... c'est pas vrai. Et on a trouvé je ne savais pas. Voyez-vous comment le RDPC traite ses militants? Ce compatriote, qui était un ardent militant du RDPC, faisait partie des déçus de ce parti, très amer, qui, quelque temps avant sa mort, avait publié un post pour dire « Plus jamais de sa vie, il n'ira sous la pluie au Paul Biya ». Voilà. C'est lui qui fait le bon travail pour eux. Je découvre qu'il a disparu abandonné, ce qui est vraiment le symbole de ce régime. Donc, je dis que la propagande à propos du coronavirus contre la diaspora fait partie des stratégies de diabolisation de la diaspora. Mais on sait très bien au Cameroun que les MoneyGram, les RIA, les Western Union de la diaspora sont bons. Et je pense même que le régime Biya n'a pas été renversé jusqu'ici parce que la diaspora est en fait l'un des fondements de la sécurité sociale du Cameroun. La perfusion, quoi. C'est la perfusion qui fait survivre, et bien heureusement, ou malheureusement pour d'autres analyses, qui fait survivre le système social camerounais. Une fois, quand je me suis intéressé, on parlait de 550 milliards à 600 milliards de CFA qui entrent chaque année au Cameroun, injectés par la diaspora. C'est énorme. C'est énorme. Ça n'a rien à voir avec l'aide française, la pseudo-aide française au développement.
qui ne vaut pas cela. Donc, il faut faire très attention. Quand on lance des anathèmes comme ça sur la diaspora, sachez que c'est les usines de Biaoud, les usines de manipulation de l'opinion, de ce pouvoir illégitime, ce pouvoir vomi, qui ont besoin d'opposer les Camerounais les uns aux autres. Quand ils n'utilisent pas l'ethnie, eh bien, ils utilisent la dichotomie entre diaspora et ceux qui sont au pays, et la dichotomie entre les régions, la dichotomie, je ne sais pas, entre les rôles sociaux. Ils utilisent toujours un principe de division. Vous êtes allogène d'où, la Franklin Nyamsi? Allogène autochtone. Allogène d'où? Moi, je suis allogène d'un Vocada, Fanta Citron. Non, moi, je ne suis pas allogène au Cameroun. Je suis Camerounais du lac Tchad jusqu'à Molundu. Je suis pour le Cameroun de tous les Camerounais. Aucun fils du Cameroun, aucune fille du Cameroun ne doit être allogène. Je suis même pour une Afrique où aucun Africain ne sera traité comme étranger. C'est ce que je disais à un de vos amis aujourd'hui. Voilà. L'Afrique, là, c'est chez nous. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cet entretien avec le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. J'espère qu'il vous a plu. Excusez-nous pour la qualité de l'image. Confinement oblige, nous avons été obligés de faire cet entretien via nos écrans interposés. Nous vous promettons que ce sera meilleur prochainement, car le professeur Franklin Nyamsi pourra se déplacer sur le plateau de JMTV+. Je lance également un appel à tous les autres leaders d'opinion d'origine camerounaise vivant dans la diaspora à revenir sur JMTV+ exprimé quand ils le souhaitent. Je vais citer ici le général Wanto, je cite ici Brice Nithieu, je cite ici Thierry Amougou, je cite Maître Amédée Toukou, qui lui, par contre, est déjà venu, je cite ici J. Rémingono, je cite même Junior Zogo, voyez-vous. Vous êtes libre de me contacter, de venir sur JMTV+. Nous ne nous aimons pas. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes obligés de nous respecter et chacun a droit à la parole sur GMTV+. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.